Bienvenue à l'émission Regard de la diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler l'encre, qui brûle tous les lèvres. Il s'agit du sujet du renouvellement de la classe politique en Afrique. L'Afrique qui compte aujourd'hui 54 pays et nous avons dû constater que beaucoup de présidents ne quittent pas très rapidement leur poste. Et ceci amène beaucoup de critiques dans le monde entier. Alors, pour en parler, nous avons à ma gauche Mélina Sémou et à ma droite Ibrahima Sidibé Pommier. Alors, Ibrahima, qu'est-ce que vous pensez vraiment du renouvellement de la classe politique en Afrique? Mais la situation, alors la question de fond, c'est donc le renouvellement de la classe politique. Moi, je pense que c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'actualité politique et sociale du continent, on voit un continent en ébullition, un continent qui bouillonne justement par les conflits, par les mouvements de population. Et on a donc une gouvernance qui a du mal à suivre. Donc, ce qui pose un vrai problème. Même chose sur la question du leadership. Donc, ce qui fait qu'on revient toujours dans nos débats et dans nos discussions souvent au politique. Et je pense que le rôle central, c'est vraiment le politique. Pourquoi le pouvoir politique est encore détenu par des gens qui sont là, qui sont comme une caste, donc très âgés par rapport à la société qu'ils veulent gouverner. Donc, on parle souvent de ce décalage. Et moi, je pense que c'est vraiment lié au problème de sous-développement du continent et au fait aussi que ces élites ne comprennent pas les enjeux ou font tout pour rester au pouvoir. On s'accroche. J'ai donné quelques exemples, des Paul Biya, des Wade, des Houphouët-Boigny, des présidents qui sont encore en exercice. Donc, le président malien qui est d'ailleurs dans des situations extrêmement délicates, qui vient de tirer sur sa population, et je reprouve d'ailleurs totalement ce geste. Alpha Condé, qui est toujours dans une situation, on tripatouille les constitutions, donc j'en passe, enfin. Donc le but, c'est ça, c'est comment faire en sorte qu'il puisse avoir une nouvelle génération, une génération préparée, qui puisse provoquer ce changement que tout le monde attend. Eh oui, un changement qui normalement devrait peut-être amener l'Afrique à un certain niveau. Cependant, on va écouter Madame Mélina à ce propos. Bien sûr, l'Afrique, c'est un continent qui est jeune, tout le monde le sait. 40% de la population africaine sur le continent a moins de 20 ans. Donc, il y a souvent ce conflit de génération. Les défis quotidiens que doivent relever l'Afrique et le monde ont besoin aussi de ce renouvellement des énergies et de nouvelles compétences. Mais le jeunisme n'a jamais fait preuve d'excellence ou de meilleure gouvernance. J'en veux pour preuve Emmanuel Macron, le président de la France, a 42 ans. Et Donald Trump, le président des États-Unis, a 74 ans. Celui qui est en pole position pour le remplacer certainement à la fin de l'année, c'est Joe Biden. Il a quel âge? Il a 77 ans. Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne, a 65 ans. Donc en fait, quand j'entends Ibrahima dire que, bon, voilà ce qui se passe au Mali, bien sûr, c'est une réalité. Jamais on n'a vu des retraités autant dans la rue que sous la présidence d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord pour qu'il y ait un renouvellement des politiques, et c'est nécessaire, mais je suis bien placé pour le dire. Moi-même, je me suis frotté plusieurs fois à la population guadeloupéenne pour des élections. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut ce renouvellement de la classe politique. Et ça, c'est dans le monde. Mais il faut faire très attention. Si on me garantit que cette jeune génération qui veut accéder au pouvoir, somme toute, c'est légitime. Mais comme je lis souvent sur les réseaux sociaux, comme j'écoute à la radio, comme je vois à la télévision, ou cette jeunesse qui dit souvent il faut que les vieux s'en aillent, etc. Et ça, je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire. La jeunesse africaine, tout comme celle qu'on peut mettre en relief par rapport à la jeunesse haïtienne, justement, il y a un sociologue qui a fait récemment un très bel article où il disait que la jeunesse haïtienne n'était pas prête pour pouvoir accéder au changement, et il expliquait par A plus B pourquoi.
parce que cette jeunesse-là, et donc on pouvait reprendre les mêmes éléments et parler de ces mêmes éléments pour la jeunesse africaine dans les différents pays. Si cette jeunesse qui veut lutter contre la corruption, qui veut lutter contre les vieilles pratiques, qui veut lutter contre les vieux loups de la politique reprennent les mêmes schémas, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent se former. Et pour ça, ces jeunes-là font partie des partis politiques, des personnalités qui sont au pouvoir, et le seul but de ces partis au pouvoir, c'est de rester au pouvoir. Donc, il faut faire très attention à ne pas rentrer dans cette notion d'agisme pour dire qu'on va virer les vieux et on va mettre des jeunes et que les pays africains iront mieux. Je ne partage pas cet avis-là et j'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ces exemples sont assez parlants par eux-mêmes. Cependant, si l'Afrique compte un jour prendre vraiment une place importante, une place décisionnelle dans le monde, c'est certain qu'il faudrait penser à renouveler son statut. J'aimerais savoir avec vous, Monsieur Ibrahima, c'est un manque d'intelligence, un manque de leadership qui enterre vraiment ce manque de reprise de la main, du flambeau? Mais non, moi je pense justement que c'est parce que le système est verrouillé. Si justement ces présidents autocrates, ils verrouillent le système, ils verrouillent le contrôle de l'appareil étatique, ce qui fait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Donc on a une société qui se coupe des dirigeants et ces dirigeants continuent par la corruption, par le népotisme à engranger des ressources et puis ils vont ensuite placer ces ressources dans leurs enfants qui reviendront prendre le relais. Et c'est ça qu'il faut arrêter, qu'il faut casser ce système-là. Sinon, on ne peut pas avoir de démocratie, on ne peut pas avoir d'élections transparentes, on ne peut pas avoir souvent même de paix. Quand on regarde la situation de presque guerre civile de la plupart de certains de ces pays, c'est en partie, pour moi, je pense à ça. Le fait que ça ne se renouvelle pas, ou ça se renouvelle très peu. Mais par contre, je n'ai pas dit, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas faire du lagisme ou avoir peur des vieux, ou on dit on va vieux. Non, l'Afrique est une société où chacun a sa place, le respect dû aux aînés, moi j'y crois, je pense que c'est important. Mais par contre, je dis simplement, les défis sont tels aujourd'hui pour le continent et pour sa jeunesse qu'on ne peut plus faire l'économie de s'y intéresser. Et un des leviers, c'est vraiment sur la gouvernance et ça peut se décliner dans tous les échelons, que ce soit dans les partis politiques. C'est sûr que les partis politiques, quand on voit comment ça fonctionne, les jeunes accèdent très difficilement aux postes importants. Donc ce qui fait qu'ils sont là simplement pour coller les affiches, pour porter les pagnes pendant les campagnes, mais alors qu'on peut former aussi à des gens à prendre le relais et à former une relève. Et c'est ce qui ne se fait pas parce qu'on est dans un système que je dis verrouillé. Tu as pris l'exemple de la France, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes situations. Moi, ou des États-Unis, les grands pays développés, ils ont une vraie société civile. Donc des sociétés civiles qui fonctionnent en dehors de la société politique. Ce qui fait que même si tu as un président jeune qui arrive, ben, ce président, il ne peut pas, simplement parce qu'il est jeune tout seul. Il y a tout un appareil, tout un système qui est là et qui fait que quelquefois, il ne peut pas faire autrement. Et c'est ça aussi que je veux qu'on comprenne dans le cas africain, que nous, on a une chance extraordinaire d'avoir cette vitalité avec une population jeune. Il suffit de voir les chiffres de l'exode, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, pour se rendre compte du gâchis. Les gens qui sont formés, ceux qui ont la capacité à aider, ils sont obligés souvent de s'exiler. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne trouvent pas. Aucune de leurs demandes minimum ne sont pas respectées sur le continent. C'est pour ça qu'ils sont au Canada, en France, où ils sont souvent d'ailleurs, travaillent dans des conditions sous-évaluées. Que direz-vous à propos de cette défense assez... Alors ce que je dis en fait, Ibrahima, c'est-à-dire que nous sommes d'accord qu'il faut le renouvellement de la classe politique, que ce soit dans les pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde. On sait combien je suis attaché évidemment à l'apport de la diaspora pour faire que le continent africain
soit un continent qui soit vraiment fier de tous ses enfants, où qu'ils soient. Et je crois beaucoup en l'apport de la diaspora. Je ne cesse de le répéter, évidemment, pour que ce continent-là puisse revoir tous ses enfants réunis. Alors, cette notion de fuite des cerveaux, moi, je ne dis plus ça. Il fut un temps où je le disais, la fuite des cerveaux, je ne dis plus ça, l'histoire de la fuite des cerveaux. Les gens vont, le monde est ouvert à tous. Donc, on va là où on se sent bien, on va là où on peut exploiter son potentiel, son talent, etc., etc. Quand bien même effectivement les gens partent, il y en a beaucoup qui ont le désir de retour. Donc chacun peut évoluer à petits coups là où il se trouve. Pour revenir sur l'aspect purement politique, c'est vrai que on parle de ceux qui sont à la tête des États, mais il n'y a pas que ça. Il y a des jeunes députés, il y a des jeunes maires. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques des chefs d'État en place sont des cas d'école pour permettre à la jeune génération de se faire une opinion politique et de travailler sur des projets politiques, des projets de développement pour leur pays et à l'échelle de l'Afrique? Je ne le pense pas. Il faut de nouvelles donnes politiques, une nouvelle vision politique, et ça se construit à travers des personnalités qui sont parties du continent, donc des Africains qui sont dans la diaspora évidemment, mais c'est aussi sur le terrain, parce qu'on ne peut rien faire, on a beau avoir des idées en étant au Canada, en France ou ailleurs, c'est sur le terrain que ça se passe, parce que c'est sur le terrain qu'on gagne les élections jusqu'à preuve du contraire. Donc il faut qu'il y ait des jeunes, une jeunesse qui soit formée, avec aussi les aînés, ceux qui ont une vraie expérience politique pour expliquer les contextes et les enjeux. Moi, je dis de nouveau qu'il est important de faire attention à l'agisme, qu'il est important de faire attention à ce jeunisme, à tout va. Oui, l'Afrique est jeune, l'Afrique a besoin de compétences, mais ces jeunes-là ont besoin de se former. Et pour ça, il faut créer de nouvelles structures politiques en dehors des partis étatiques. C'est une chose. Une fois qu'on a dit ça, dans les faits, c'est moins facile. Dans certains pays, tu retrouves jusqu'à 200 partis politiques. Ouais, et qui ne fonctionnent pas en plus. Qui ne fonctionnent pas en plus, qui ne sont pas capables d'envoyer les gens aux élections. Donc c'est chacun qui a son parti politique parce que chacun veut être chef de parti. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Et en réalité, aucun de ces partis ne travaille sur un programme politique. Ils ne participent pas, hélas, à la formation politique de ces jeunes qui veulent s'investir, qui veulent développer leur territoire. Quand on t'a appris depuis jeune que si tu veux t'en sortir, c'est qu'il faut faire de la politique, comment tu veux sortir de cela? Donc en fait, tu ne fais que retranscrire ce que les aînés ont fait, ceux-là même que tu réprimandes, ceux-là même que tu ne veux plus venir au pouvoir. Moi, je te dis, Ibrahima, oui. Moi, certains jeunes me font peur, pour ne pas dire la majorité des jeunes me font peur. Quand ils veulent arriver au pouvoir, ce qu'ils veulent, c'est évidemment manger. Et ils te le disent, on va manger maintenant. Donc est-ce que c'est ça qu'on va faire pour pouvoir construire un vrai leadership politique? Non. Il faut aussi penser en amont. Est-ce que déjà au niveau de la Constitution, ça ne pourrait pas permettre qu'on puisse niveler cela? Beaucoup de constitutions parlent de l'âge minimum pour se présenter, qui est autour de 30 à 40 ans, mais les pays africains majoritairement ne parlent pas de l'âge pour quitter. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une option qu'on devrait considérer? Une option, pourquoi pas, mais moi je trouve... Il faut une opposition. Le problème aussi, le fond, c'est les oppositions. Pourquoi les oppositions africaines sont totalement écrasées souvent par le parti dominant qui est au pouvoir? Tu es au pouvoir, tu manges. Tu n'es pas au pouvoir, donc tu es complètement livré à toi-même. Donc ce qui fait qu'il y a cette espèce de transhumance qui se fait chaque fois qu'il y a une élection. Les gens vont aller tout de suite au parti qui veulent gagner, tout le monde se rallie. C'est pour ça que dans certains pays, on a créé carrément un statut, on a donné un statut à l'opposition pour qu'il y ait un chef de l'opposition qui puisse être rémunéré, qui puisse avoir donc des ressources pour pouvoir s'organiser et apporter la contradiction au parti au pouvoir, les partis dominants. Mais même dans c'est le cas au Mali, par exemple. Oui, mais ça change pas. Même dans cette situation-là, quelquefois, on se rend compte que c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je reviens toujours au système. Comment changer le système? C'est pour ça que c'est vraiment le système. Il faut absolument qu'on puisse, depuis la base,
créer de l'émulation, oxygéner les structures sociales pour faire en sorte que les idées émergent. Et une fois que ces idées émergent, parce qu'elles partent d'en bas, elles sont captées par les partis politiques qui vont les transformer en programme. C'est là, en ce moment, qu'on peut avoir une compétition saine. Le fond, pour moi, c'est ça. Il faut qu'on trouve des moyens de redynamiser nos sociétés, de faire remonter des idées. Il y en a énormément dans la jeunesse, il y en a énormément dans les quartiers populaires, il y en a énormément chez les femmes, dans tout ce qu'on appelle l'informel. Mais il faut que les partis politiques s'organisent pour aller chercher ces idées et les transformer en programme. C'est ce qui ne se fait pas et qui se fait moins. Donc on a simplement des compétitions de gens qui veulent venir au pouvoir pour se servir. Et alors que c'est ce cycle-là qu'il faut changer. Si on ne le change pas, ben on va continuer toujours. Et je suis d'accord avec toi qu'on peut avoir des jeunes qui vont se comporter comme des vieux. On a plein d'exemples. Donc, mais par contre, je dis, si les gens arrivent en groupe par génération, je suis sûr que les changements vont être visibles. Et visibles pour les gens, pour les Africains. Et moi, c'est ça qui m'importe. Aujourd'hui, l'exemple du Rwanda est patent. Ça se voit. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il n'est pas jeune, il n'est pas aussi jeune, mais Kagame s'est entouré de gens compétents, des gens d'horizons divers et qui ont simplement à cœur leur pays et qui veulent travailler, qui seront rigoureusement évalués et ça donne des résultats. Donc je ne suis pas du tout dans le fétichisme de l'âge, je dis simplement, est-ce qu'il ne faut pas regarder quelquefois, quand on a des présidents grabataires sur des pays qui ont des enjeux énormes, je reviens sur le cas du Mali qui est tragique, un pays qui est en guerre, qui est la moitié du pays occupé, on a un président qui est malade, qui n'est pas en bonne santé et qui veut toujours s'accrocher et qui tire ensuite sur sa faute. Vous prenez la reprise, la relève des jeunes. Cependant, il faut bien que ces jeunes soient assez compétents pour pouvoir aspirer à ce pouvoir-là. Et ça, vous dites que les vieux, ils ne veulent pas laisser le pouvoir et qu'il faut qu'ils lâchent le pouvoir. Cependant, si les jeunes qui doivent prendre le pouvoir ne sont pas capables de prouver qu'ils sont à même de diriger le pays, je pense qu'il y a un problème là. Mais comment veux-tu qu'ils ne soient pas capables si on ne les prépare pas? C'est pour ça que je dis, je reviens toujours à l'État. Le rôle d'un État, c'est d'organiser le pouvoir sur le territoire. Il faut des écoles qui fonctionnent, des universités qui fonctionnent. Quand on voit l'état de la plupart des écoles, des universités africaines, c'est déplorable. Des années blanches à répétition, du Sénégal à Djibouti, des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, ou des professeurs qui sont obligés de coucher avec leurs étudiantes pour avoir des notes. Donc on a un système totalement à refonder, à revoir. Et parce que c'est l'avenir, la jeunesse. L'école, c'est la clé. Et cette jeunesse doit se baser sur le passif. Donc c'est pour ça que je pense simplement, et que certains dirigeants ne voient pas ces enjeux-là, alors qu'on voit les conséquences tous les jours. Il suffit de voir ce qui se passe en Libye, ce qui se passe dans la Méditerranée, ce qui se passe dans le drame de nos guerres civiles, et Dieu seul sait qu'on en a sur notre continent. Je ne parle pas de la RDC ou du Sahel. Donc c'est ça le fond. C'est un problème de survie. Pour moi, c'est important qu'on puisse avoir des dirigeants capables de faire face aux enjeux africains, tout simplement. Maintenant qu'ils soient jeunes ou vieux ou très vieux, s'ils sont compétents, efficaces, pourquoi pas? Mais par contre, on ne peut pas gouverner un pays où 45% de la population a moins de 20 ans en ayant 73, 90 ans. Et comme Konan Bédié qui veut se présenter. Qu'est-ce que Konan Bédié peut proposer aujourd'hui à la Côte d'Ivoire qu'il n'a pas fait? Ben, écoutez, c'est une question qu'on va adresser à Madame Mélina. Non, moi je suis très respectueuse des populations et des nations. Et c'est la population ivoirienne qui décidera de ça en son temps. Et donc les élections, c'est à la fin de l'année. Donc on verra bien la nation ivoirienne pense ses plaies. Plus encore aujourd'hui qu'hier. Je veux revenir sur un point, Brahima, quand il a évoqué par exemple les enseignants qui... tu as utilisé le terme obligé de coucher avec... c'est une question de moralité. On n'est pas obligé de quoi que ce soit. C'est une question de moralité. Et tout comme dans l'éducation et comme dans tous les systèmes régaliens, et particulièrement au niveau de la politique, l'éducation et la moralité, ça doit
devenir effectivement un élément fondateur, un élément premier de la démarche politique. Les jeunes ont besoin de s'en sortir. Ils ont tout le temps entendu leurs parents leur dire que si tu veux t'en sortir, il faut faire de la politique. Mais ce n'est pas dans un bon sens. Et je le répète, ça, c'est faire de la politique pour pouvoir s'asseoir et manger. Ça, c'est pas pour se mettre au service de la population et au service de son territoire. Je suggère, comme ça, mais qui suis-je? Je suggère que des jeunes, avec ceux qui ont de la compétence, même des anciens qui ont fait de la politique et qui regrettent par ailleurs, certains regrettent l'attitude qu'ils ont eue quand ils étaient au pouvoir. Ça passe par des élus communaux. Là, on parle des chefs d'État, mais la politique, c'est d'abord s'impliquer dans son quartier, dans sa commune. Ça passe par la municipalité. Donc, renouveler effectivement les conseils municipaux, les conseils communaux, c'est très important. Moi, je crois beaucoup en cette nouvelle génération, aider des aînés qui ont cette expérience politique pour qu'ils créent de nouvelles structures politiques basées sur l'intérêt général. Et ça fera toute la différence. Ce ne sont pas les idées qui manquent, ce ne sont pas les énergies qui manquent. L'Afrique, on le répète, plus de 41% de la population, elle est jeune, elle a moins de 20 ans, cette population-là. Donc elle est dynamique, elle est pétillante, elle est bouillante, elle a envie. Contrairement à ce qu'on pourrait reprocher à la jeunesse européenne ou occidentale, en tout cas, qui a déjà tout et qui attend tout, elle a envie, elle a soif de réussite, elle a soif de justice, elle a envie de faire des choses. Donc elle est bouillonnante, pétillante, elle a envie de faire des choses. Structurer les partis politiques partout, dans tous les pays, évidemment, mais qu'il puisse y avoir aussi une corrélation continentale. Qu'on puisse retrouver un parti politique qui porte le même nom avec des déclinaisons différentes par pays, qui pourrait s'appeler, je ne sais pas trop quoi, Togo, Bénin, Sénégal, etc. etc. Du RDA. Je pense que ce serait intéressant que la jeunesse puisse créer ces structures politiques qui n'ont rien à voir avec les partis politiques actuels, qui sont là que pour servir ceux qui sont déjà au pouvoir et qui sont des réservoirs à corruption. Il faut changer ça et ça passe par là, créer des structures neuves avec des idées nouvelles, des idées fraîches évidemment, avec le concours de ceux qui ont l'expérience politique pour pouvoir agir. Et je pense que... Avec quel fonds? Parce que créer tout ce que vous parlez, tout ce que vous dites est très très intéressant, cependant ça prend des finances, ça prend des fonds. Et on le sait très bien que les fonds sont gérés par ces gouvernants-là qui s'asseyent et qui contrôlent tout. Il y a tout un tas d'associations qui existent et qui n'ont pas de fonds et qui ne demandent à personne et qui s'autofinancent pour faire un certain nombre de choses. Quand on veut financer un projet, on fait un programme, on se base sur un plan. Et c'est le plan qui permet d'avoir de l'argent et du financement par la suite. Donc quand on veut pouvoir dire qu'on va faire telle et telle chose pour un pays, dans son développement, on fait d'abord un programme. On s'assoit pour dire quelle direction on donne au pays. On fait des propositions. On passe à la télévision. On passe à la radio. Nous sommes dans les journaux. On explique ce qu'on veut pour notre pays. Et à partir de là, à partir d'un programme défini qui va dans le développement économique, qui va dans le développement social, qui va effectivement faire rayonner la culture, qui va relancer des chantiers, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut mettre en avant. L'argent se trouve. Quand il y a de bons programmes, quand il y a de bons projets, l'argent se trouve. Ce qui, pour moi, fait le plus défaut, c'est tous ces jeunes qui sont dans des organisations de leadership et qui parlent effectivement de moralité en politique. Ce sont ces mêmes jeunes que tu retrouves dans les mêmes partis politiques qui servent d'ailleurs les chefs d'État qui sont en place et qui, dans le fond, ne font que parler sur les réseaux sociaux, mais très concrètement, il n'y a pas de différence entre ceux qu'ils critiquent et leur fonctionnement de tous les jours par rapport à la transformation qu'ils souhaitent avoir pour le pays. Monsieur Ibrahim. Oui, donc le changement, pour moi, il a un prix. Le changement ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc il faut des luttes, et des luttes sociales. Il faut que les gens comprennent que ça a un coût. Donc c'est ça. Les pouvoirs qui sont là, par définition, évidemment, ne vont jamais laisser la place comme ça. Mais il faut une lutte démocratique. Il faut leur montrer qu'à un certain moment, ils sont en train de se scléroser. Il n'y a plus aucune alternative à proposer au pays. Et à ce moment-là,
passer le témoin. Donc maintenant, comment le faire? C'est sûr qu'il y a des niveaux, mais moi je pense simplement qu'il ne faut pas attendre que la plupart de nos pays arrivent en situation de guerre civile pour prendre les dossiers en main. Parce que pour moi, les guerres civiles sont quoi? C'est simplement l'échec justement d'une certaine forme de gestion du pays ou du pouvoir. Quand les pouvoirs n'écoutent plus, ne répondent pas aux aspirations de la société, à un certain moment, ça crée des blocages. Et des blocages qui vont être ensuite instrumentalisés par l'étranger, par des intérêts souvent mafieux, douteux, et tout ce qu'on peut en dire. Donc c'est ça. Donc c'est important pour moi. Le renouvellement se fait que si ça part de l'intérieur du pays sur les dynamiques internes propres aux sociétés, et c'est aux sociétés qui vont ensuite mettre le tempo. Et moi je pense, et c'est pour ça que je crois à la jeunesse, c'est la jeunesse qui va faire ça, et qui peut le faire. Elle l'a fait, comme je disais, hein, le mouvement citoyen, le ballet citoyen au Burkina Faso, ils ont réussi à faire partir Compaoré tout seuls. Ils ont payé quoi? Il y a eu une centaine de morts. Hein. Donc c'est ça. Et ces jeunes qui sont aujourd'hui au Mali, ils sont en train de redescendre dans la rue, alors qu'en 91 c'était la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne comprenons plus, ce pouvoir ne répond plus, n'a aucune légitimité. Donc ne nous représente plus. Je suis d'accord, Ibrahima, que toutes les luttes, hein, on aimerait que ça se passe dans la paix, mais hélas, mais trop souvent, particulièrement sur le continent africain, les luttes sont souvent sanglantes. Et je crois que cette nouvelle génération a le devoir aussi d'appeler à la paix, bien sûr, mais à avoir aussi d'autres méthodes. Et ces autres méthodes dont je parle, ça passe par un programme, des programmes politiques qui soient forts, qui soient réalisables, qui soient chiffrés et qu'on peut mesurer dans le temps. Donc être crédible, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je crois beaucoup en l'apport de la diaspora, des Africains de la diaspora, pour apporter aussi cette expertise-là avec ceux qui travaillent sur le terrain. Et que ces gens de la diaspora, ces Africains de la diaspora puissent aller régulièrement aussi sonder le terrain. Mais ce n'est pas toujours évident. Il y a un contexte politique où, rien que dans cette émission, en fait, Ibrahima, tu as dit un certain nombre de choses. Il se peut que tu sois déjà blacklisté à l'aéroport avant même que tu n'arrives dans ton pays. D'accord? Donc il y a un certain nombre de réalités. Et il faut tenir compte de ces réalités. Plein de pays, c'est comme ça. C'est généralisé? Oui, je ne sais pas si c'est généralisé, mais il y a plein d'États comme ça en Afrique où, parce que tu as osé dire ce que tu pensais par rapport à l'amour que tu portes pour ton pays et le changement indispensable pour les générations futures, tu es blacklisté. Donc ça, ce sont des réalités. Je ne suis pas non plus pour que des Africains de la diaspora agitent des drapeaux et envoient les enfants du pays se faire tuer non plus. Je ne suis pas d'accord avec ça, je trouve ça hypocrite. Le travail doit être concret, il doit être, je le dis, il doit être quantifié, il doit être chiffrable, il doit être mesurable dans le temps et ça doit profiter à l'ensemble de la population, tout du moins à une très large majorité de la population. Et donc ça, c'est important. Donc moi, je pense que dans l'idée, les jeunes qui sont sur le territoire doivent penser à des structures politiques indépendantes, avec des programmes nouveaux, une nouvelle façon de penser, basée sur l'éthique, et pas simplement dans les mots, mais que ça puisse se vérifier. Et prendre part à ces débats démocratiques, constructif, nécessaire. Le tout n'est pas aller de gueuler à la télévision, à la radio ou dans les médias de façon générale pour dire c'est pas bon, on les enlève, on les vire, etc. La politique, ça commence dans son quartier. Et un élu communal est capable de faire de grandes choses et d'accéder au plus haut sommet de l'État. Donc ça se travaille et je pense que, et tu as donné cet exemple de parti politique qui est parti d'un pays après qui s'est propagé dans différents pays, je pense nécessairement qu'il doit y avoir une union de ces nouveaux partis politiques qui arrivent avec une feuille de route claire et précise pour pouvoir aller de l'avant. Le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Et pour qu'il puisse s'arracher dans de meilleures conditions et des façons
la plus paisible possible, ça se prépare. Et ça se prépare sur le terrain des idées. Ça se prépare sur le terrain des actions concrètes, sur la façon dont on doit gouverner le pays. Oui, j'aimerais bien relancer ce débat en vous amenant sur le point de la formation de toutes ces entités dont vous parlez, ces organismes qui devraient prendre le pouvoir, devraient déjà faire partie de l'organe en place pour se préparer. Moi, je suis convaincu que justement les Africains de la diaspora... S'ils sont déjà dans l'organe en place, ça veut dire qu'ils sont aussi déjà gangrénés. Non, mais alors, c'est-à-dire que on acquiert de l'expérience. On acquiert de l'expérience. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'Africains dans la diaspora qui, justement, attendent ce changement au niveau, ou en tout cas, cette étincelle constructive, pétillante, qui permettrait à la jeunesse d'avoir un autre son de cloche, de dire « Ah, tiens, voici un groupe de jeunes qui portent une vision éclairée de ce que pourrait être notre territoire demain. » Et je suis convaincu qu'il y aurait énormément de chefs d'entreprise ou même des gens comme ça, des individus lambda qui seraient capables d'envoyer un Western Union, d'envoyer des sous pour dire « Tiens, voilà pour pouvoir construire cette belle philosophie que vous développez, on compte sur vous, on vous fait confiance, on a besoin de résultats et on vous encourage. » Je suis convaincu qu'il y a ça dans la diaspora. Il y en a beaucoup, on en connaît de tous les États, on en connaît du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, on en connaît dans la diaspora qui font qui donnent de l'argent pour pouvoir soutenir des idées en Afrique. Cependant, c'est les organes ou alors les partis en Afrique qu'ils soutiennent. Est-ce que ça va un jour émerger sur quelque chose de grand? On va sûrement se quitter sur cette question, sur Moi, ce point d'interrogation. Je le crois sincèrement. Je crois qu'il y a cette génération qui a envie de faire des choses. Je crois aux jeunes de la diaspora. Je crois aux jeunes Africains qui sont dans la diaspora, qui sont pressés de pouvoir intervenir sur le développement en Afrique. Je pense que c'est en train de se faire. C'est pas nouveau en soi, là. C'est juste que nous sommes arrivés à un moment donné crucial pour chaque Africain, pour avoir une autre dimension politique. Et moi, je crois dur comme fer en cette éducation politique. Pas simplement dans les mots, mais tous ces jeunes-là qui parlent à longueur de journée sur Facebook, Twitter, Instagram, de renouvellement de la classe politique africaine, que ces jeunes-là ne soient pas uniquement en train de répéter de beaux mots, mais que ça puisse être une réalité. Je dirais une chose pour conclure, si tu me permets, Florent. Bien sûr. Ce serait effectivement de dire également qu'il faut faire très attention. On croyait beaucoup, après les indépendances, on croyait beaucoup en plusieurs jeunes. Quand ils sont arrivés au pouvoir, eh bien, ils se sont avérés de vrais tyrans. Il faut éviter ça, et ça passe par une vraie éducation, de vraie formation politique basée sur l'éthique, la responsabilité et le développement au service de la population, des populations. Ben, écoutez, on va vous dire... Je pense que c'est une bonne façon de conclure. Oui, c'est sûr. Parce que l'éducation politique, quelque part, c'est ce qui est très important. Avant que moi-même je ne conclue, je pense que je vais laisser M. Ibrahima dire son dernier mot. Moi, je pense tout simplement que la bonne gouvernance n'a pas de prix pour nos pays. Je pense que l'Afrique, telle qu'elle vient, l'Afrique qui se développe, l'Afrique qui bouge, a besoin d'avoir des dirigeants qui soient à la hauteur de ces peuples, de ces femmes, de ces hommes qui, au quotidien, travaillent très fort, se battent pour survivre, pour s'en sortir. Et je pense qu'il faut qu'on ait des dirigeants qui ressemblent à ça, qui soient imaginatifs, qui soient créatifs, qui soient bien sûr avec une éthique irréprochable, parce que les temps le commandent. Et c'est ça qu'il faut aller. Et c'est sûr qu'on a quand même des exemples qui commencent à émerger, c'est encore peu, mais il faut soutenir les initiatives qui peuvent aller dans ce sens-là. Et c'est le sens de mon combat et des discussions que j'ai souvent sur ce continent, qui reste pour moi un continent d'avenir, et je reste afro-optimiste. Une dernière question, vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que si on a un dirigeant en Afrique qui a 60, en tout cas qui est vieux, qui a 70, 75, 80, 85 ans, et qui fait du bon travail, lui donnerez-vous encore 5 ans?
Mais aucun problème. Je reviens sur ce que j'avais toujours dit. C'est l'efficacité. Point. Et vous, Madame Mélina, aussi, la même question? Les aînés, les seniors, j'aime pas trop le terme de vieux, même si effectivement nous devons tous passer par cette case-là, mais je pense que nos aînés ont des conseils à nous donner, même ceux qui ont fait des erreurs. Et les échecs, les erreurs, c'est aussi une façon de progresser vers le mieux. Alors, chers spectateurs, voilà, c'est par ces mots que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui qui portait bien sûr sur le renouvellement de la classe politique en Afrique. Vous avez dû sûrement comprendre à travers les thèmes de nos chroniqueurs qu'il est important que la classe se renouvelle, cependant qu'elle se renouvelle d'une façon progressive avec une éthique et bien sûr que le futur soit remis entre les mains de personnes responsables qui auraient une éducation politique parfaite. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition avec toujours nos chroniqueurs et un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.